Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans À l'affiche, épisode numéro 8 qui sera consacré aujourd'hui au film Bienvenue à Gattaca. Dans un avenir pas si lointain, notre ADN déterminera notre vie. Une infime goutte de sang, un peu de salive, un simple cheveu définiront où vous pouvez travailler, qui vous devez épouser, ce que vous serez capable d'accomplir. Dans une société où la réussite est déterminée par la science, divisée par les critères de perfection, la seule chance d'un homme... Comment espères-tu réussir? Je ne sais pas exactement. Et de cacher sa propre identité. C'est le dernier jour où tu vas être toi et où je vais être moi. En empruntant celle d'un autre. Crois-tu que tu ferais ce que tu fais si tu n'étais pas qui tu es, ce que tu es? Ils vont me reconnaître. Ils ne te reconnaîtront pas. Je sais qu'ils vont me reconnaître. Moi, je ne te reconnais pas du tout. Ils vont me retrouver. Mais quand une seule cellule de n'importe quelle partie de votre corps peut vous trahir, comment se cacher? Alors que nous perdons 500 millions de cellules par jour. Ethan Hawke. Uma Thurman. Bienvenue à Gattaca. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans À l'affiche, épisode numéro 8, qui est consacré aujourd'hui au film Bienvenue à Gattaca. Alors, merci à tous pour avoir fait les retours sur les émissions précédentes, notamment, n'hésitez pas à aller jeter une oreille sur la dernière qui était à propos du film Mad Max Fury Road, film qui est toujours en salle au moment où on enregistre cette émission. Mais rassurez-vous, vous n'allez pas m'entendre parler pendant une heure de ce film. Je ne suis pas tout seul, donc on va commencer par les nouveaux dans cette émission. Alors bonsoir Dino. Bonsoir Oasis, bonsoir tout le monde. Et puis j'ai également invité un autre compagnon de podcast, c'est Seven. Bonsoir Seven. Bonsoir Oasis. Et puis on retrouve, on peut dire presque co-animateur parce qu'il est tout le temps là. Bonsoir Stefcar. Oh non. Bonsoir Oasis, bonsoir Dino, bonsoir Seven. Oh non. Ah si, pas le choix. Bonsoir On avait dit Stefan. pas Bonsoir. Stefcar. Je crois que maintenant, au vu du nombre de fois où il est là, je pense qu'on peut le dire. On peut presque le dire, c'est même plus un secret c'est un secret pour personne. Hein. Mais tu lui as Ouais, envoyé je les comprends. huissiers, rien? Ah non, c'est... Si tu peux. Hein. Ah ouais, mais mon huissier est meilleur que le sien. Non, je m'accroche quoi, je tiens les racines et tout. J'ai des photos et tout, il peut pas me lâcher Oasis, c'est fini. Alors, avant de commencer à traiter le sujet, j'ai une petite annonce à faire à propos de l'émission. Donc, comme vous le savez, le dernier week-end d'août, l'équipe de Podchose organise le 27/24, qui commence le samedi de 6h et qui finit le dimanche suivant à 9h. Et durant cette émission, on peut dire, ils organisent les Pod Radio Podcast Awards, où les auditeurs peuvent voter pour les podcasts auxquels qu'ils aiment bien. Et à l'affiche, j'y ai inscrit le podcast à l'affiche, donc pour l'instant ce n'est que la phase d'inscription, mais n'hésitez pas à venir voter quand la phase de vote sera ouverte, c'est-à-dire du 15 juillet jusqu'au 15 août. N'hésitez pas. Ouais, c'est ça, du 15 au 15. C'est ça. Ouais. Gamecraft, il est aussi présent. Kenton a fait l'annonce dans la dernière émission. Donc, Ouais. je vous ferai plein de rappels. Hein, vous inquiétez pas, mais mettez ça dans un coin de votre tête et n'hésitez pas à venir voter quand vous serez sur la page. Autrement, Sinon, c'est... On va en Vas-y. profiter pour s'excuser auprès de Seven et Dino, c'est qu'on va vous écraser lamentablement, mais bon... Non mais moi J'ai du mal à croire, mais... malheureusement il faut fournir un extrait et c'est-à-dire que moi j'ai pas le courage de me prononcer dans On a chamé les endives pour pouvoir trouver des extraits potables alors. Je te cache pas qu'un extrait dont On achève bien leurs endives, ça dure bien au moins 1 heure, quoi. Mais ouais. Au début je voulais faire des bandes annonces et puis j'ai dit non j'arrête. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet de ce soir. Donc le film de ce soir est le film Bienvenue à Gattaca, film sorti le 28 avril 1998 en France, durée de 106 minutes. Le réalisateur est Andrew Niccol, produit par Columbia Pictures,
avec comme acteurs principaux Ethan Hawke, Uma Thurman et Jude Law. Ah, Uma Thurman. Ah ouais, des acteurs... Et truc à la con, mais je l'ai vu dans une bande-annonce pour un film il y a pas longtemps, et je me suis fait ah oui, c'est vrai, c'est un acteur connu, parce que le nom me disait quelque chose, mais je l'avais jamais vu ailleurs en fait. Ah, mais Jude Law, c'est terrible. C'est-à-dire, c'est terrible. Bah, là, tu prends par exemple, c'est son Bienvenue à Kataka, c'est son premier film. C'est surtout un comédien de théâtre, et c'est un très bon comédien, il est très bon dans le film. Mais après, Oui. il s'est un peu perdu dans sa carrière, et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, Jude Law, c'est un peu difficile de trouver un bon film. Je crois que le pire, c'est que peut-être son meilleur film, c'est Bienvenue à Kataka. Alors Ouais. pourtant, c'est pas le rôle principal, Ah non. pourtant, mais c'est ça le pire. Et un autre truc, une Ah, il autre a un remarque, une peu autre le rôle remarque. principal, c'est un peu compliqué. Oui, c'est un peu ambigu. On en parlera dans très peu de temps. Pour Juste faire une un autre- résumé du film, les gars. Juste une autre petite remarque par rapport à, je l'ai vu tout à l'heure, donc une bande-annonce avec Jude Law dedans. Il vieillit pas, ce mec. C'est-à-dire que le film de 98, c'est il y a presque 20 ans maintenant, et il prend pas une ride en fait, hein, dans C'est le parce qu'il a Bienvenue été à Kataka. génétiquement modifié. C'est presque ça. En fait, ça, On va- c'est pas un film, c'est un Botox. documentaire. C'est un peu ça. Alors, vous l'avez compris, l'histoire est assez corsée, assez sympathique, et donc bah vous en avez déjà eu un premier aperçu dans la bande-annonce que vous avez entendue au début de l'émission, mais Steph Core a préparé un autre petit résumé un peu plus sympa sur lequel on pourra réagir et débattre un peu plus tard. Steph Core, c'est à toi. D'accord, alors je vais vous faire le petit résumé de Bienvenue à Kataka. Alors, dans un monde futuriste, on pratique l'eugénisme. Les gamètes des parents sont triés et sélectionnés afin de concevoir in vitro des enfants ayant le moins de défauts possible et le plus d'avantages possible. Bien que cela soit officiellement interdit, les entreprises et employeurs recourent à des tests ADN discrets afin de sélectionner leurs employés. Les personnes conçues de façon naturelle se retrouvent reléguées à des tâches inférieures. Vincent, enfant conçu naturellement, qui rêve de partir dans l'espace, rentre à Gattaca, qui est un centre d'études et de recherche spatiale pour des gens au patrimoine génétique impeccable. Comment Vincent a-t-il pu y être engagé? Grâce à Jérôme, dont Vincent endosse l'identité. Jérôme, candidat génétiquement idéal, voit sa vie détruite par un accident. Chacun des deux protagonistes va permettre à l'autre d'obtenir ce qu'il souhaite en déjouant les lois de Gattaca. Voilà. Donc, si vous avez rien compris au résumé, c'est normal. L'histoire est quand même très, on va dire, compliquée, surtout à expliquer. Même pour la petite anecdote, Steph Core et moi avions déjà enregistré une première émission sur Bienvenue à Gattaca. Sauf vous l'entendrez jamais, ou peut-être un jour, on ne sait jamais, mais jamais sans doute. Ne jamais dire jamais. Parce que Non, mais même je torture et tout, on a détruit les fichiers, brûlé le PC. Ah non, j'ai encore les 15 premières minutes de montée, mais ça ressemble à rien. Mais juste pour vous dire, on s'était quand même repris à 3 ou 4 fois pour résumer l'histoire, et encore au bout de 4 fois, ça ressemblait à rien. Exactement. C'est vrai que c'est pas évident. Même dans le film, il y a une voix off qui nous explique tout au début. Mais Ouais, c'est un peu ça. Mais c'est justement, moi je trouve que l'histoire est très simple. L'histoire en elle-même est très simple. L'histoire d'une revanche, etc., c'est très simple. Ce qui vient complexifier un peu le truc, et ce qui fait que c'est expliqué au début pour un peu de... C'est toute cette histoire de génétique et compagnie, voilà, c'est le gros morceau qui vient complexifier un peu la chose. Mais en fait, quand on regarde le film, pour un film qui est sur le sujet de la génétique, en fait, l'histoire est archi simple. Ça pourrait être une histoire sur n'importe quel sujet de discrimination, ça pourrait être sur la discrimination raciale aux États-Unis ou tout autre sujet, ça serait la même histoire et ça serait plus simple à comprendre, je pense. Ah oui, c'est sûr que quand tu regardes le film, t'es pas perdu, t'as pas besoin d'aspirine pour comprendre l'histoire, c'est plutôt bien expliqué. Donc on suit Vincent qui est incarné par Ethan Hawke, et on suit toute son enfance, tout ça, et on suit la construction du personnage, et l'histoire va avec, ce qui fait que quand on arrive dans le vif du sujet, on est... peu importe que tu aies suivi même d'un œil, t'es pas trop perdu. C'est plutôt bien fait quand même. Non, le scénario, la réalisation, le montage, font que on suit le fil de l'histoire sans le moindre problème. Mais c'est vrai que, comme disait Dino, c'est vrai que l'introduction du film, de la génétique vient
lorsqu'on l'explique simplement oralement et complexifié. Mais le film, ça reste... Ouais, tout à fait. Mais c'est d'ailleurs moi ce qui me quand j'ai regardé le film, là moi j'avais déjà vu il y a 7-8 ans. Voilà, je l'ai revu donc là pour le bien fait de l'émission. Et je pouvais pas m'empêcher de faire la comparaison avec Inception. J'ai détesté Inception pour tout un tas de raisons je trouve que c'était je juste t'adore. parce que je trouve que c'était aborder c'était prendre quelque chose d'hyper passionnant, un sujet hyper passionnant, mais le simplifier, mais tout en abordant plein de petits points sur le rêve et compagnie qui étaient intéressants. Là, l'intelligence du film, c'est que c'est un sujet où on peut vite effectivement ouvrir des portes, et d'ailleurs moi j'ai le DVD, donc j'ai vu les scènes coupées, et dans les scènes coupées il y a beaucoup de scènes qui ont été coupées qui ouvrent des portes sur la génétique, sur les conséquences de la génétique, et qu'en fait au montage ils ont retiré pour vraiment rester sur quelque chose qui véhicule un message qui soit intelligible et qui n'ouvre pas plein de portes et du coup qui te laisse pas sur ta faim. Moi je suis resté sur ma faim face à Inception, ce qui est pas arrivé sur Bienvenue à Gattaca. Donc voilà, c'est là pour moi c'est l'une des forces du film. Bah tu vois, moi c'est l'inverse, exactement l'inverse. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'Inception, il nous explique grosso modo tout de A à Z, et je trouve que justement on reste en haleine avec la dernière image de fin avec la toupie, alors que dans Bienvenue à Gattaca, comment dire, ils expliquent pas tout, et on aimerait bien en fait qu'ils approfondissent justement le sujet de la génétique un peu plus loin, quoi. Je sais pas. Le problème, c'est que dans Inception, ça n'approfondit pas. C'est-à-dire qu'il y a plein. Je prends toujours l'exemple, c'est à un moment donné dans Inception, il parle de l'addiction au rêve. L'addiction au rêve, c'est juste, ça fait quoi? Ça fait 10 secondes. Et alors que c'est hyper passionnant et tu voudrais voir plein de trucs. Et moi, c'est un film que j'ai regardé. À chaque fois, je me dis tiens, ça c'est intéressant. Et derrière, j'étais déçu parce que c'était pas plus développé. Donc à la limite, quitte à ce que ce soit pas développé, c'est pas plus mal de ne pas l'aborder. Et de rester sur une histoire qui effectivement, voilà, il y a pas cette dimension à la fin, il y a pas de comment ça s'appelle, il y a pas de cliffhanger à la fin, il y a pas de moment où tu vas réfléchir pendant 10 ans à comment est-ce qu'est la fin, etc. Pourquoi ça se finit comme ça? Là, la fin, elle se finit comme ça parce que c'est logique. Le film est d'une logique incroyable. Bienvenue à Gattaca, c'est même pas un film d'anticipation, c'est un film de quasiment de pédagogie sur voilà, c'est-à-dire que c'est très bien écrit, c'est très épuré, c'est à l'image du film en fait. Non, moi j'ai adoré dans Gataka, c'est qu'il y a un point final au film. Et justement, sur la société et autres, il nous montre les grandes lignes, et ils essaient pas d'y aller en profondeur. On a la compréhension du monde futur et de la sélection génétique. Ils font des petits points de rappel, des petits points même sociétal sur quelle est vraiment l'importance de la génétique et de la sélection génétique au sein de la société, mais ils vont pas plus loin parce que au final on suit une histoire et ils restent focalisés sur l'histoire, et je trouve ça très bien. Dans Inception, je trouve justement que ils tentent de diluer une histoire dans ce monde comment dire ouais, on peut pénétrer les rêves. Donc ils essaient d'entremêler les choses, ce qui fait qu'au final on se perd parce qu'on se pose trop de questions sur ce monde justement de rêves accessibles. Et on suit un petit peu moins l'histoire. Donc justement, moi je m'attends plus à avoir un point final, et Gattaca, je trouve que c'est très intéressant sur ce point-là. On parsème de petites choses sur la société, sur le système, mais on focalise sur l'histoire principale et sur les personnages. Mais je parlais de deux scènes qui ont été coupées et qui montrent bien cet effet-là. Alors, je vais me permettre si ça te dérange pas, Aziz, non, vas-y, fais-toi plaisir. Il y a une première scène au début du film, c'est une scène où donc on a les parents de Vincent qui ont déjà eu Vincent et qui veulent faire un deuxième enfant. Et donc Vincent a été diagnostiqué à sa naissance comme il va mourir à 30 ans et 2 mois. Il a des chances d'être, il a tout un tas de défauts. Voilà. Ils établissent ils définissent plein de pourcentages, plein de probabilités de mort en fait, avec des pourcentages plus ou moins élevés, et ils donnent même le jour de sa naissance une estimation sur son âge de mort qui est d'une trentaine d'années, il me semble. Ouais. 30 ans,2. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est le chiffre qui m'a marqué. Et donc il y a cette scène où pour faire leur deuxième enfant, là ils ont décidé d'aller voir un généticien qui va entre guillemets permettre de gommer les maladies. Et la scène au début c'est ça, c'est le médecin qui leur dit on a quatre ovocytes, il y en a deux garçons, 2 filles.
Les parents disent bon bah nous on préférait un garçon, on voudrait un petit frère, ok, donc ça part sur ça. Et puis le médecin commence à leur dire oui, donc j'ai retiré la calvitie, j'ai retiré la proportion de la violence, etc. Et à ce moment-là, on a la mère qui dit ouais, mais nous on voulait juste retirer les maladies, on veut quand même qu'il y ait une part d'inconnu. Puis le médecin arrive en leur disant oui, mais après tout, quitte à retirer, autant retirer ça, retirer ces défauts-là, il gardera son originalité. Et la scène s'arrête là. Et quand on regarde les scènes de fin, ça va un peu plus loin parce que vous avez à un moment donné le médecin qui les pousse, c'est-à-dire que c'est un peu, c'est quasiment naturel, qui commence à leur dire, si vous voulez, c'est la mère d'ailleurs qui commence, je dis une bêtise, c'est la mère qui commence en disant, oui, on a quand même une petite question, est-ce que, si on aimerait avoir des petits-enfants, est-ce qu'il va se marier, est-ce qu'il va avoir des petits-enfants? Le médecin dit, je m'en suis occupé. Et puis il leur dit grosso modo, si vous voulez pour $5 000 de plus, je peux aussi faire en sorte qu'il devienne un grand musicien. Voilà. Et cette scène-là, j'ai envie de dire, heureusement qu'elle est coupée parce qu'elle elle ouvre une piste qui est la commercialisation, la génétique, etc. Et qui te distrairait en fait dans le fil rouge qu'il essaye de mettre en place et qui viendrait te faire sortir du film. Et il y a une deuxième scène comme ça qui est avec le directeur qui fait un discours, donc c'est un établissement scientifique et un directeur, et donc c'est des missions pour aller sur des planètes, et la mission dans laquelle doit participer le héros doit aller sur Titan. Et on ne sait pas vraiment dans le film pourquoi Titan, etc. Et on a une scène qui a été coupée qui montre le directeur expliquant qu'en fait ils vont aller sur Titan parce qu'ils pensent y trouver les origines de la vie, mais qu'en même temps, pour pouvoir supporter le voyage sur Titan, ils sont obligés, entre guillemets, de créer des surhommes pour supporter le voyage, donc du coup d'intervenir sur la génétique. Et là, tu sens venir à un débat sur la vie et compagnie, et vraiment, tu dis, il y a des choses hyper intéressantes. Donc moi, quand j'ai vu la scène, je me suis dit, c'est dommage, c'était dommage de la couper, mais en même temps, tu dis, dans l'intérêt du film, c'est pas plus mal de la couper parce que tu restes sur un film qui est contrôlé, qui a un fil rouge et qui fait pas que t'ouvrir des portes, quoi. Tu restes vraiment dans le film et t'es prisonnier de la vision du réalisateur, et c'est ce qui est intéressant dans les films. C'est vrai que c'est tel que tu le décris, c'est des scènes qui sont intéressantes, mais là, l'histoire en elle-même, ça se focalise vraiment sur Vincent, un petit peu son entourage, mais ça reste quand même très centré sur lui en fait. Après les comment dire, son entourage, au début on le suit avec ses parents parce on suit son enfance, et après son entourage avec Irène, avec même son frère qu'on voit puis qui se barre, et puis même Jérôme qui va prendre la place dans la société. Dans la société, c'est quelque chose qui est assez qui l'aurait un peu éloigné le spectateur, alors que là tu restes vraiment focalisé sur Vincent et t'es vraiment pas distrait pour l'entourage. C'est quelque chose qui est quand même plutôt bien fait. En plus, on voit pas toute la scène du début, là, la présentation. J'avais vu le film il y a pas très très longtemps, mais je l'ai revu pour l'émission, et je me suis dit, ça va me faire chier de revoir l'installation de l'histoire, en fait, où quand on t'explique tout le fonctionnement de la société avec tout ce choix des caractéristiques de l'enfant. Je me suis dit, c'est bon, on connaît le truc. Des fois quand tu vois un film où tu connais déjà la scène principale, tout ce qui va apporter, tout ce qu'il y a avant, tu te fais chier. Et bah là, non, parce que je sais pas, c'est bien réalisé, c'est bien monté. Il y a quelque chose qui l'installe plutôt bien. Bah, c'est parce que c'est le point de vue justement de Vincent qui est raconté. Comment ça, le point de vue de Vincent? Bah, c'est sa voix off. Ça me dirait la voix off. Alors c'est lui qui raconte en fait. Bah, la voix qui explique. Oui, c'est lui qui raconte, c'est de son point de vue. C'est pour ça aussi que c'est oui, pardon. oui, exact. Puisque justement, nous, en ce qui me concerne en tout cas, je suis pas né de manière purement génétique, je suis, comme ils disent dans le film, un dégénéré. C'est génial. Et du coup, je sais pas, mais je me mets à la place de Vincent, moi, quand il me raconte son histoire. Je me dis, oh putain, ouais, c'est vachement intéressant, et c'est dommage pour lui. Mais c'est pour ça que c'est faussement, en fait, un film sur la génétique. Quand on regarde, le sujet de la génétique, tout le contexte est très vite évacué dès le début, justement parce qu'il explique son histoire. Mais c'est un film sur la revanche d'un homme dont on dit qu'il réussira rien, et qu'en fait, il va... Oui, on va pas spoiler la fin,
mais il va. Hein. Il va tout réussir. C'est aussi l'histoire d'une rivalité entre un frère, un mec qui se reforme en quelque sorte une sorte de famille avec le vrai Jérôme et avec Irène. Enfin, voilà, c'est plus ces histoires-là, mais finalement la génétique, elle intervient très très peu. C'est juste j'ai envie de dire, c'est juste un décor de fond. On pose les bases de la génétique en fait. On pose les bases pour l'histoire, la vraie histoire, on peut dire en fait. Je rejoins Seven sur le fait que parce que on nous raconte vite fait les bribes de la génétique et après le scénariste comme le réalisateur on a te focaliser sur Vincent et qu'on arrive nous à se mettre à la place de Vincent en disant nous pauvres dégénérés qu'est-ce qu'on ferait à sa place et on se dit que est-ce qu'on aurait le courage comme lui d'aller contre la société tous les risques que ça lui pose pour atteindre son rêve et de simuler cette perfection génétique qu'il n'a pas pour aller jusqu'à son rêve. Et en même temps, on a la réussite, entre guillemets, de Vincent, et de l'autre côté, on a aussi la déchéance de Jérôme. On a deux confrontations. On pourrait envier les personnes, justement, génétiquement modifiées qui sont dans la réussite, mais dès que tu as la moindre petite chose dans la vie qui t'arrive, la moindre petite déception, on se retrouve dans qu'on dit avec le cas de Jérôme, qui était appelé à être, entre guillemets, un élu, un être parfait, et qui se retrouve coincé, je sais pas si on peut spoil, mais il se retrouve coincé, et a pu pouvoir justement exploiter ce talent, et il se retrouve dans une déchéance. J'ai trouvé l'antagonisme des deux situations vraiment, vraiment très intéressant. Mais même globalement, très sympa. Je te coupe, excuse-moi, c'est d'accord, mais c'est vrai que même globalement, ce qui est intéressant en fait, c'est que ces êtres qui sont parfaits, qui sont conçus pour être parfaits, même si c'est un peu plus subtil parce que on n'est pas vraiment dans des êtres parfaits, on est plus dans des êtres qui sont génétiquement modifiés. Tous ne sont pas parfaits. Par exemple, le personnage d'Irène, elle a des défauts qui n'ont pas empêché d'être intégré à Gattaca, mais elle a des défauts. Mais quand on regarde en fait tout le film, après effectivement cette introduction qui est un petit peu un exposé pédagogique, c'est un peu une démarche scientifique. On présente l'expérience, c'est le réalisateur qui nous dit voilà, je vais faire cette expérience, je vous présente les personnages, les différents acteurs, et puis voilà ce qui se passe. Et la deuxième partie du film, la dernière heure, on va dire, c'est ce qui se passe, c'est le déroulement de l'histoire avec l'intervention du meurtre d'un des responsables de mission, etc. Et comment tout ça va s'imbriquer et quelles vont être les conséquences. Et quand on regarde, en fait, il n'y a aucun génétiquement modifié qui est parfait. Parce qu'il suffit juste d'un accident pour quelqu'un qui est génétiquement modifié devienne un paria dans la société. On a une fille, Irène, qui est génétiquement modifiée, mais qui est imparfaite et qui est obnubilée par ses imperfections. Voilà, et qui, quand on lui confie une mission, sa première réaction, c'est de dire ouais, mais moi j'ai ma propre mission, ça va peut-être m'embêter, donc qui est pas vraiment altruiste. On a cette scène qui au bizarre fait un peu bizarre, il passe un entretien d'embauche et tout le principe c'est des contrôles. L'entretien d'embauche se fait juste sur un contrôle urinaire ou sanguin, je crois, et il y a une scène où tout début c'est pas un entretien d'embauche, mais c'est un test de contrôle périodique où Ethan Hawke est obligé de faire pipi dans un gobelet. Alors il a tout un système avec des poches et compagnie d'urine qui sont récupérées du vrai Jérôme, et donc il est obligé d'uriner et devant le médecin, et le médecin lui dit vous en avez une, vous avez un beau spécimen. Cette scène-là, elle fait sourire. Mais en fait, on se dit, le mec, il voit toute la journée des gens qui sont génétiquement modifiés. Si nous, on était génétiquement modifiés, l'un des premiers trucs, en tant que mec, qu'on essaierait de mettre au max, c'est d'avoir un bel engin. Soyons nets. Et là, on est face à un médecin qui voit tout. Mais il arrive à identifier des différences et à juger qu'un mec qui n'est pas génétiquement modifié est mieux proportionné que la plupart des mecs génétiquement modifiés qu'il voit. Et en plus... D'ailleurs, ce médecin, je te coupe un petit peu, mais ce médecin, à la fin, il dit une phrase à Vincent qui est assez drôle aussi, parce que justement, il tient son engin d'une certaine manière, alors que justement, les êtres modifiés, normalement, devraient le tenir d'une autre manière. Je vais pas spoiler plus, peut-être. Continue. Je pense qu'on a déjà dévoilé un peu l'histoire, donc tu peux avancer un peu plus dans l'explication. Grosso modo, il tient son engin, son spécimen de la main gauche, alors que pour un droitier, normalement, on l'attend. Mais c'est pas forcément parce que
modifié, c'est parce que Jérôme est droitier et Vincent, le faux Jérôme, est gaucher. Et Donc, en fait, Vincent il est doit gaucher, ouais. apprendre ça aussi. Mais voilà, c'est là aussi, c'est l'inné et l'acquis. C'est inné chez lui. Bah voilà, sur un truc tout simple, aller pisser, il se tient avec la mauvaise main. C'est ce qui fait qu'il se, Ouais, il se mais, trahit dès le début, en fait. ouais. Mais le médecin le laisse faire, parce que ouais, le médecin donne l'explication à la fin, et tu dis que même pour le, comment dire, le médecin, ça reste, comment dire, même Vincent qui est un exemple entre guillemets pour nous, même dans le film, on nous dit à la fin, bah, il a été aussi l'exemple pour d'autres personnes durant le film. Je laisse cette petite partie non spoil, hein, si vous comprenez pas, regardez le film, mais j'ai trouvé ça aussi joli, quoi. De dire à la fin du film, Ouais, vous n'avez pas été simplement, il n'y a pas que vous qui vous êtes identifié dans Vincent, il y a aussi des gens en contact de Vincent qui ont pu prendre l'exemple de ce qu'il a fait, quoi. Et ça renforce ce petit côté d'accroche au film. Je trouve qu'il est très malin à dessiner ça un petit peu partout, quoi. Bah, ça rend le fait qu'on est tous admiratifs devant Vincent et devant ce qu'il a fait. Exactement. C'est un peu, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Pour en revenir un petit peu sur le système de triche, c'est donc pour vous mettre un peu dans le contexte, on l'a déjà dit, c'est donc Vincent qui va devoir prendre la place qui va prendre la place de Jérôme, mais toujours sous l'identité de Jérôme. Donc pour cela, il va devoir trafiquer tout ce qui est les contrôles d'urine, même son sang, même ses vêtements. Il va devoir essayer d'enlever toutes les petites peaux mortes qu'on peut semer un peu partout, parce que c'est une société où donc vu que tout est contrôlé génétiquement, dès qu'il y a un événement important, et un peu comme on le fait maintenant, mais là c'est encore plus impressionnant, j'ai trouvé, c'est que quand on a un crime, on relève tous les événements, toutes les, comment dire, plein de pièces à conviction, en fait. Et ce qui se passe, Les empreintes, ouais, les c'est traces, ça. etc., ouais. Là c'est pareil, sauf que le problème c'est que vu qu'après tout le monde est fiché, si on relève un cil du vrai Vincent, il va se faire griller et c'est fini pour lui. Donc on va avoir tout un système avec des poches d'urine pour quand il va aller voir pisser, du sang pour quand pour la badgeuse à l'entrée du travail, Même si la méthode, c'est tout un système. je te coupe, mais même si la méthode est Vas-y. est un peu biaisée, c'est-à-dire que en soi c'est une forme de discrimination, c'est-à-dire que dès le départ l'enquête, on va aspirer tout pour trouver des traces biologiques. Il se trouve qu'il y a là c'est les valides et les non valides. Les valides c'est ceux qui sont génétiquement modifiés et les non valides ce sont ceux qui sont pas modifiés, Naturels. qui sont peut-être ratés aussi. Je pense que dans le lot, il doit y avoir ceux qui sont ratés. Et automatiquement, le suspect, c'est le non-valide. C'est-à-dire que personne se dit, ça se trouve, c'est peut-être dans les autres. Non, on prend tout. Si on a un truc non-valide, c'est forcément sur lui qu'on va jeter la suspicion. Donc c'est aussi un film, en fait, sur la discrimination. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs... Pas totalement, puisqu'en fait, c'est un peu logique. Tu rentres dans un espace où justement, il n'y a que les valides, les génétiquement modifiés, qui ont le droit d'accéder à cet endroit. Non, puisque les hommes d'entretien. À part les zones d'entretien, mais justement, ils sont là pour tout nettoyer. Que là, normalement, c'était Pour pas laisser une de personne traces. dont la présence était non justifiée dans l'endroit. Donc c'est elle qui a été prise en suspect, ce qui semble un petit peu logique. Mais quand même fait, ils ont quand même fait un gros raccourci sur lors de l'enquête. En fait, ils sont même pas cherché à comprendre est-ce que ça pourrait être un valide qui a fait je sais pas, qui a pété les plombs ou quelque chose comme ça. C'est on cherche pas de questions, il y a une pièce à conviction, c'est un truc qui a appartenu à un invalide, c'est lui forcément. C'est que même dans la méthode d'investigation, on fait confiance avant tout à la science. C'est-à-dire que le premier réflexe d'un inspecteur, c'est de se demander à qui profite le crime, etc. Là, personne ne se pose la question. Ça vient après. Le premier réflexe, c'est on aspire tout. Voilà, on passe un gros coup d'aspirateur, on passe tout ça à la moulinette et puis on va trouver déjà des potentiels suspects. Alors que les questions quand même fondamentales au départ, c'est quand même de se demander qui est la victime et d'établir la liste des suspects par rapport au mobile du meurtre. Là, le mobile, il n'existe même pas, d'ailleurs, il n'existe tellement pas que le meurtrier, à la fin, son identité nous surprend pas vraiment parce que c'est l'un des potentiels qu'on a, nous, je pense, dans nos têtes dès le début. Mais voilà, c'est la méthode déjà de base, c'est pas forcément son résultat. Le résultat, oui, très, très vite, ça s'impose que ce soit Vincent qui est suspecté. Mais
la méthode qui est de dire voilà, on va faire une grande analyse. C'est aussi la tendance de la police scientifique qui s'appuie sur des preuves sans forcément les relier. Et avec une opposition entre deux policiers en plus, parce qu'il y a aussi l'opposition entre deux policiers dans le film, deux policiers avec un qui lui voilà, il a la preuve génétique, pour lui c'est le coupable et compagnie, et un autre policier qui essaye d'un peu plus de trouver le mobile, les raisons, et qui est un peu plus dubitatif sur la culpabilité de la personne. Je vais te dire, en fait, Puis il y a quelque chose, pardon de te couper, Stefan, mais moi il y a quelque chose qui à en parler et à repenser à cette scène-là me choque un peu entre guillemets, c'est que sur la scène du dit crime où il trouve justement cette pièce à conviction de l'invalide. Il cherche même pas à se dire est-ce que ça pourrait être un autre invalide, c'est parce qu'au final ils font fausse route pendant une bonne partie du film, même si c'est dans l'intérêt de l'histoire derrière, ils font quand même fausse route et au final on en oublie presque après que ça pourrait être quelqu'un d'autre en fait. C'est vrai, c'est tout Même à si fait ça vrai. sert, même si ça sert l'histoire, parce qu'au final on reste focalisé sur Ethan, sur Vincent pardon, et tous les efforts qu'il va faire pour atteindre son objectif à la fin du film. Mais c'est quelque chose que j'ai trouvé assez surprenant qu'on prenne même pas le temps de se poser, de se dire est-ce qu'on a bien tout avant d'essayer d'avancer un peu plus dans dans l'histoire. Dans l'enquête, pardon. Moi, ce qui m'étonne, c'est que justement, dans la période actuelle où est-ce on est déjà dans ce mode-là. Le nombre d'affaires, je sais pas, je vais parler juste d'un petit cas, le mec il est pris en autostop, il y a une clope dans la voiture du mec, tac tac, il arrive quelque chose de mal à la personne qui t'a justement pris en autostop, on va faire un relevé d'ADN, par pas de chance t'as été comment dire, fiché, on va te choper en premier. Direct, les flics, le premier suspect, ça sera toi. Tu rencontres une jeune fille un soir, t'as une relation. Attends. Bah, c'est pas que le premier suspect, c'est aussi le premier témoin. Mais t'inquiète, quand t'arriveras. Mais quand t'arriveras, ça sera premier suspect. Tu rencontres une fille un soir, t'as une relation intime avec elle, il lui arrive quelque chose un petit peu plus tard, on retrouve des traces génétiques de ta part, la police, elle va te choper, premier témoin, premier suspect. On l'est déjà dans ce monde-là. Et à l'époque où. Mais ça, j'ai envie de te dire, Steph Core, c'est le propre de toute enquête. Oui, on est dans ce monde-là aujourd'hui, mais je pense que même au Moyen-Âge, quand tu avais un mec qui volait une orange chez le marchand, petite pensée à nos amis chanteurs polonais qui ont même pas gagné la Starac 1, on ne veut même pas en parler. Et pourquoi cette digression, je ne sais pas. Mais voilà, quand tu avais un mec qui commettait un vol, dès que tu trouvais un suspect, c'est évidemment sur le suspect que tu concentres tes efforts, ne serait-ce que pour savoir si c'est bien lui ou pas. Après, mais ce que je veux dire, c'est que des éléments d'enquête, mais c'est le propre de toute enquête. La génétique. Aujourd'hui, c'est plus facile parce qu'on arrive plus facilement à identifier les suspects. Oui, mais justement, comme tu disais, la génétique pousse à trouver directement la première, à cibler directement la personne. Le dérivé sur le type de la personne, comme là sur une personne non génétiquement modifiée qui est prise en premier suspect. Moi, sincèrement, ça m'a pas si étonné que ça, quoi, parce qu'elle devait pas être présente sur la scène du crime. Mais elle devait pas être là. Je pense que je pense que si tu veux, c'est une problématique de positionnement. C'est-à-dire que c'est surtout, c'est que on est dans un monde, encore une fois, on est dans un monde où la génétique, je parle du film, où la génétique et la science est supérieure. Et donc, forcément, dans l'enquête, et c'est ce qui est aussi la force du film, c'est que même l'enquête, la science est reine. Au point même que le plus ancien des inspecteurs se fie que à la science, et à aucun moment donné c'est pas de lui que vient éventuellement il y a d'autres pistes. Non, lui il veut le trouver, il fait des tests, etc. Et sa seule arme c'est la science. Donc c'est qu'on est déjà dans un processus d'enquête où l'inspecteur n'est plus alors que cet inspecteur-là, visiblement, lui, n'est pas modifié. Le plus ancien, visiblement, n'est pas modifié. Mais voilà, il est complètement, entre guillemets, asservi par la science. Et donc voilà, c'est au service du film et de ce que, j'ai pas envie de dire dénonce le film, mais de ce que met en scène le film. Non, tout à fait. Bah, c'est pour en même temps mettre scénaristiquement, c'est pour mettre une pression, qu'on dirait un handicap à Vincent, est-ce qu'il va réussir ou non à aller jusqu'au bout. On pouvait pas avoir simplement un déroulé. C'est vrai que moi j'ai trouvé que cette scène était un petit peu rapportée dans le fait de mettre une pression supplémentaire à Vincent et à sa réussite, mais j'ai pas vu tant que ça, qu'après que comme tu disais, les flics utilisent moins leur esprit
utilise plus la science, ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais peut-être que moi, quelque part, ça m'a fait réfléchir à me dire que désormais, on porte une telle importance à notre époque à la science, c'est aussi une chose que nous-mêmes, on va devoir aller se méfier, quoi. Ne pas juger que sur la Et c'est d'ailleurs science. ce qui est intéressant, c'est que comme il y a un binôme de policiers, alors il y en a, pour faire un peu le portrait, il y en a un qui est un peu âgé, qui est joué par Alan Arkin, N'est pas le nom. Alan voilà, Arkin. qui est le plus âgé, qui dans le style est très parce que bon alors pour des raisons de coût, ils ont dû un peu recycler voilà, ils n'avaient pas beaucoup de moyens pour faire le film par rapport à ce qu'on pourrait penser, mais ils n'avaient pas beaucoup de moyens, donc on essayait de faire du neuf avec du vieux, et donc lui il a un impair, un chapeau, il fait flic des années 50, et il est associé. Inspecteur Voilà. classique, le Et détective. il est quoi. associé à un jeune qui, lui, par contre, est en costard-cravate, qui est, semble-t-il, on a bien l'impression qu'il est génétiquement modifié, qui est le supérieur hiérarchique du vieux, hein, donc c'est ce qui laisse à penser aussi qu'il est génétiquement modifié. Et c'est de lui que va venir le doute, que va devenir le doute sur les preuves scientifiques, etc., et qui va commencer à démêler un peu les choses. Donc c'est aussi le signe que, effectivement, comme tu le dis, au début, on est un peu prisonnier de la science, puis après, on apprend en fait à vivre avec et à se refaire des habitudes et à se méfier en fait de la science, d'une certaine manière. Même s'ils s'en méfient pas, je pense. Mais, Il se rebase sur son instinct de base de détective en fait. Le mec là, le vieux, ça se voit que il fonctionne à l'ancienne. Il fonctionne pas à l'époque dans le film où justement la science est exacte, la science a toujours raison justement, et je puis suis pas on se d'accord. pose pas d'autres Moi, questions. le vieux, je trouve ça pique que sur les preuves. Il y a la scène du test où ils font un test parce que voilà, ils ont trouvé, ils commencent à se dire c'est peut-être un mec qui usurpe une identité d'un génétiquement modifié, donc ils vont tester tout le monde. Et puis Vincent, enfin le faux Jérôme, arrive par un subterfuge, arrive à passer le test. Donc tout le monde passe le test, il a trouvé personne. Plutôt que de se dire on va réfléchir, non, le mec il redemande un test, il insiste pour refaire un test qu'on lui refuse parce que ça va faire chier tout le monde, mais il redemande un test. Donc en fait c'est plutôt oui, le vieux pour le coup il est plutôt dans des méthodes, il est un peu dépassé en fait par la science et donc du coup il se raccroche qu'à la science. Le vieux, oui, il cherche pas du tout à réfléchir au reste. D'ailleurs, c'est même assez étonnant que ce soit le vieux qui se confie plus qui fasse plus confiance à la science que le jeune au final. C'est le vieux qui redemande à refaire le test ? Il me semble, oui, c'est ça, ouais. Et puis, même je trouve ça curieux parce qu'on pourrait se dire que le jeune, enfin le flic le plus jeune, il a baigné dedans depuis qu'il est plus jeune, enfin depuis vraiment qu'il est tout petit, alors que l'autre on connaît pas son passé, mais on peut imaginer qu'il a peut-être connu une transition où avant c'était pas comme ça et maintenant c'est comme ça. Donc c'est quelque chose qui est assez étonnant. C'est en fait, c'est l'adaptation. Enfin, on le voit aujourd'hui avec l'informatique. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui se mettent à l'informatique. Enfin, c'est mon métier, donc je vois beaucoup de personnes âgées qui se mettent à l'informatique et qui utilisent l'informatique, mais qui lui font une confiance totale, qui ont des comportements complètement absurdes, etc. Même aussi dans les jeunes générations, mais voilà, parce que c'est la première étape et qu'ils sont pris par le coup. Mais il y a des gens aussi qui sont plus prudents. Il y a une génération aussi de personnes qui arrivent, qui sont beaucoup plus prudents parce qu'ils connaissent l'outil, ils connaissent les failles, ils connaissent les difficultés. Et donc, voilà, il y a une génération, je pense que c'est notre génération, 30-40 ans, qui commence à... Enfin, 30-40 ans, je pense que j'en vieillis certains. Pour deux d'entre vous seulement. Mais qui... ouais. Qui commence aussi à avoir un peu plus de recul. Alors qu'on est né avec cette technologie-là, on a un œil critique aussi un peu plus acerbe sur cette technologie-là. Vraiment les plus jeunes générations ont elles, notre même mentalité à se méfier et à avoir un regard parce que justement elles ont vu les générations précédentes se brûler les ailes, sur Internet. Certains malheureusement ont eu de mauvaises expériences et les plus jeunes générations ont tendance aussi à faire attention beaucoup plus. Mais c'est comme on disait, il y a une adaptation qui se fait naturellement. Voilà, sur la science ou surtout sur la technologie, on a fait tout et n'importe quoi. Maintenant, on fait attention. Et les générations précédentes, elles, pareil. Elles, elles auront des exemples et vont naturellement se méfier en disant, attends, on a vu un tel, je sais pas, se faire voler son identité, d'autres, du harcèlement sur le net et tout. Donc, on fait plus attention à notre personnalité, à notre identité sur Internet.
Et moi, personnellement, ouais, dans mon entourage, vraiment, quand je parle d'entourage jeune, c'est très jeune, quoi. Font attention. Se disent, on se méfie. C'est un autre débat, mais je suis pas forcément d'accord. Ah non, mais moi, je parle. Je pense que c'est Bah, plutôt, disons c'est qu'on plutôt voit la tout. génération intermédiaire. Je pense que c'est vraiment les jeunes, ils sont un peu insouciants, donc ils font tout n'importe quoi. Mais effectivement, ça fait partie du processus. C'est comme ils sont nés avec, ils sont confiants, mais ils apprennent aussi de leur expérience. Donc c'est pour Ah ça bah, que nous, Craig à 20, 30, 40 ans, qui sommes nés dans l'informatique, qui sommes nés avec ces trucs-là, on apprend notre expérience et on a un peu de recul. Ce qui est, je pense, le cas du jeune flic dans le film. Et alors, pour juste revenir sur une scène qui a été coupée, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup faire, c'est aller voir les scènes coupées, pas pour voir ce qu'aurait été le film, mais parce que les scènes coupées permettent aussi de savoir quels ont été les choix qui ont été faits et de comprendre aussi l'orientation du film. Et justement, il y a une scène où, alors sans révéler l'intrigue, mais le plus jeune des deux policiers a un peu partie prenante dans la grande histoire. Et voilà, et ça tombe un peu comme c'est un effet de surprise quand on le découvre, relatif en fonction des personnes, je pense, mais quoi qu'il arrive, c'est un effet de surprise. Et il y a une scène qui a été coupée, c'est une scène où le vieux flic explique aux jeunes qu'il a compris qu'il était partie prenante et qu'il avait démasqué. Et je pense que la raison pour laquelle elle a été coupée, c'est que ça montrait effectivement un mec qui faisait confiance à son instinct. Alors que dans le reste du film, on ne voit pas du tout à un seul moment donné faire confiance à son instinct. Il est prisonnier de la science, il est prisonnier des méthodes scientifiques, et il s'appuie que sur ça pour faire son enquête. Donc je pense qu'elle a été coupée pour justement vraiment rester dans la ligne du personnage, qui est un personnage qui est prisonnier de la science. Et puis tout ça, tout ça est comment dire, est combiné avec toute une ambiance, que ce soit au niveau de même que je parle plutôt de le contexte après de cette histoire, avec une musique qui est assez qui met un peu dans l'ambiance angoissante, avec peut-être l'image aussi, où on a l'impression qu'ils sont tout seuls en fait, qu'ils ont les seuls les voitures c'est sont des nickel. robots un peu. Je sais pas si vous avez eu cette Elles sont, c'est des voitures électriques. Elles font des bruits très bizarres. Oui, la DS cabriolet a un bruit. Ce qui est frappant dans le film, c'est que moi, c'est ce que j'aime dans les films. J'aime quand la réalisation et les décors sont au service de l'histoire. Et là, on décrit un monde où règne la perfection, puisqu'on a des êtres génétiquement modifiés, et le film est parfait, irréprochable. Il n'y a pas un plan qui serait à refaire. Les voitures, tu sens qu'elles ont été bien polies juste avant de tourner. Il n'y a pas une poussière, elles brillent tout. Les rues sont vides. Il n'y a pas un déchet par terre, il n'y a rien. Enfin, tu sens que même dans les décors, on a été extrêmement attentif à faire des décors, même au niveau des bâtiments, c'est de l'architecture très moderne. Les voitures, il y a une DS, enfin voilà, c'est le comble de l'architecture un peu futuriste, mais en même temps avec des lignes très pures. Ah, voilà, tout le décor et toute la réalisation est au service de l'histoire et contribue à façonner cet univers un peu intemporel, mais en même temps quasiment parfait. Justement, les décors, les voitures, tout est froid quand même dans ce futur. La couleur, qui est tout carré, tout parfait. À l'image, il y a une couleur, qui fait très terne, très pâle, qui déjà fait pas très vivant en fait. Après, tout ce qui est environnement, c'est assez curieux parce que par moments, on les voit où il y a une foule, il y a beaucoup de monde, et d'autres moments, on dirait qu'ils sont sous le monde. C'est assez curieux. Quand ils sont au badge, à la pointeuse au début, tu fais, ouais, il y a vachement de monde. Et puis au final, avec cette ambiance froide, déjà, c'est assez flippant de voir cette ambiance froide, avec autant de monde qui sont un peu des moutons qui suivent de manière simple. Purement robotique. Ouais, et puis ils se parlent pas tellement entre eux, quoi. À un moment où il y a même une scène qui est, pourrait dire banale pour un film classique, c'est on voit Vincent qui regarde à travers la verrière les décollages des fusées. Ouais. Et il y a même Irène qui vient lui dire non mais regarde pas ces scènes-là, personne le fait, ça va être louche si quelqu'un te voit le faire. Il y a toute une ambiance qui est intégrée dans ce film qui fait un peu de mal à l'aise. Je sais pas trop si c'est le bon terme. En fait, tout est, ouais, c'est ça, mais en même temps, c'est, tout le film est épuré comme la société l'est. Ils sont proches de la perfection, donc ils doivent être parfaits même au niveau de la vie. L'excentricité n'est même pas tolérée, c'est sauf qu'elle n'est même pas envisagée. Donc
les gens, ils vont au travail. Quand tu le vois, la pointeuse, c'est l'heure de pointe. Le soir, les gens, bah, tu les vois pas non plus sortir à des heures indues ou se balader simplement dans la rue. C'est quelque chose de pas naturel, en fait. Ils ont, ouais, c'est une chose L'ambiance de est pas pas naturel. Non. Et en fin de compte, c'est la société. Voilà. Bah, l'ambiance Voilà. est génétiquement La modifiée, société comme finalement. ça. C'est boulot dodo. On imagine qu'elle est naturelle pour l'époque, Bah, l'ambiance, pour en eux, fait. pour eux. Oui, pour Pour eux, les parce que génétiques. c'est boulot dodo, perfection. Donc tu t'es pas excentrique, t'as pas envie justement, bah, comme tu expliques la scène, que les gens ne voient pas que t'as un comportement anormal qui pourrait avoir une incidence sur ta carrière. Donc voilà, et la ville, les voitures, tout est frôle la perfection parce que tu dois l'être dans cette vie-là. Et tu n'as aucune excentricité Ah, il y en a une. d'afficher. Voilà. Il y a... Vas-y. Ouais, il y en a une. Le pianiste. Ouais. Le pianiste, avec son nombre de mains. Enfin, Oui, son Ouais, nombre qui est de doigts, excentrique, pardon. mais Mais c'est dans la pour jouer au perfection. piano, avoir 12 doigts, ça aide. Mais Ah, certainement. il y a une autre excentricité, c'est ils ont une salle de sport. Voilà. Alors d'ailleurs, pour l'anecdote, il faut savoir Oui. que quasiment toutes les scènes d'intérieur ont été tournées dans le même décor. Vous regarderez bien toutes les salles, les plafonds. Ça, je l'ai appris en regardant les bonus. Toutes les salles, tous les plafonds, c'est le même décor principal. Ils ont juste changé les meubles, le hall d'accueil, la salle où il y a les bureaux, tout c'est le même décor. Et c'est ce qui contribue, je pense, aussi à rendre cette atmosphère. On a l'impression à chaque fois d'être dans le même lieu, etc. C'est soutenu aussi par des contraintes qui étaient techniques. C'est qu'ils ne pouvaient pas faire 3 décors, ils pouvaient en faire qu'un, et juste avec des éléments mobiles pour pouvoir changer la lumière, etc. Et il y a une excentricité, c'est dans la salle de sport, hein, donc qui se déroule dans le même décor. Dans la salle de sport, c'est la salle de sport qui est utilisée par des gens qui sont génétiquement modifiés, et pourtant, quand ils partent, ils laissent leurs serviettes partout. C'est une vraie porcherie. C'est-à-dire que le monde est parfait, Oui, mais la salle de exact. sport où il y a des génétiques, elle est dégueulasse, quoi. Ouais, c'est clair, ouais. C'est vrai, ouais. Quand on le voit en tant qu'agent de ménage récupérer les serviettes, maintenant que ouais, c'est vrai que ça fait un peu, ça fait désordre. Même les casiers, justement, à côté de la salle de sport, c'est des vieux casiers. C'est pas des casiers tout modernes, tout futuristes. Oh, c'est un truc casier, vachement quoi. classique. Hein. Ouais, mais dans un univers aussi futuriste que celui-là, ça, c'est pas futuriste. Donc, je sais pas, dans un monde aussi impeccable, il doit y avoir un nid à microbes là-dedans. C'est clair, il aurait pu y avoir, ouais, des casiers, ouais, stérilisés, ou au moins avec une reconnaissance d'empreinte pour l'ouverture, des trucs comme ça, ou justement, même ton casier s'ouvre selon ton, comment dire, ton, ouais, un code génétique que on a une petite piqûre comme à l'entrée et vas-y quoi, tu ouvres ton casier, mais c'est vrai que comme Dino disait, ouais, et en fin de compte c'est vrai qu'en réfléchissant, c'est là où est-ce qu'on voit le travail justement des enfants naturels quoi, qui sont là eux pour justement rendre ce monde et couvrir ce que fait les génétiquement parfaits quoi. C'est vrai que ouais, c'est la seule C'est ce moment où c'est le bordel. Ouais, c'est le boxon, quoi. Ouais, tout le reste est parfaitement propre, quoi. Mais c'est vrai que, comme Ozzy, tu disais, sur la musique, ouais, c'est pas un élément qui m'a vraiment marqué dans le film. C'est vrai que ça te plonge dans Elle m'a un peu énervé, moi non plus, mais... Ah ouais? Mais c'est-à-dire que c'est notamment quand j'ai fait oui, je vais vous avouer, j'ai fait le montage de l'intro avant l'émission. Ah, très cher. Et donc j'ai pris une musique j'ai pris le thème principal de Gattaca, et c'est en l'écoutant où je me suis dit qu'elle collait bien avec l'ambiance. Elle est assez, elle fait un peu, je sais pas, majestueuse, et ouais, c'est un peu ça, c'est un peu majestueuse, un peu, et elle colle bien avec l'ambiance. Je sais pas trop comment la décrire. Vous l'avez entendu au début de l'émission si vous nous écoutez encore à cette heure-ci, et elle colle bien avec l'ambiance, avec l'image. Elle fait pas trop de chichi, elle c'est neutre aussi, mais elle est plutôt pas mal, j'ai trouvé. Je pense que je vais essayer de la trouver sur Spotify ou ailleurs pour la rajouter dans ma playlist de musique de Vim, parce qu'elle est quand même sympa. Vous parliez des casiers, etc. C'est une contrainte liée au budget du film, et en même temps, c'est la chance du film. Faut le rappeler, c'est un premier film du réalisateur qui est soutenu par cette production qui est soutenue par Danny DeVito, mais c'est pas un énorme budget. Donc ils ont dû un peu ruser, et c'est ce qui donne la patte du film, et qui du coup, parce qu'ils ont été obligés d'essayer de faire du neuf avec du vieux, donc des vieux casiers, finalement dans cet univers-là,
quand on regarde aujourd'hui les tendances un peu en termes de design et de décor intérieur, c'est des espèces de trucs un peu coloniaux, etc., un peu industriels. Finalement, c'est pas si con que ça et c'est pas si peu futuriste que ça. Et en plus, ça donne un côté intemporel au film, c'est-à-dire que quand vous regardez le film, vous y reprenez 2 fois pour regarder la date, quoi. Vous voyez de 97 l'année de tournage. Vous dites, putain, ce film, il a quasiment 20 ans, et c'est un film. Ouais. Enfin, moi, je l'ai vu sur Netflix, donc en bonne définition. C'est un film qui a pas vieilli, quoi. Il est toujours d'actualité, quoi. À part les acteurs qui font un peu genoux pour Oui. certains, autrement, oui, ils font. Autrement, ils passent plutôt bien encore, ouais. Alors, Bah ouais, c'est un film futuriste qui est vachement avant-gardiste quand même pour l'époque dans laquelle il a été réalisé bah, finalement. c'est- Mais maintenant, Et moi je trouve que c'est quand même une très bonne critique de la société moderne actuelle. on pourrait encore imaginer que ce film pourrait être un truc futuriste. Alors pourtant, le film est sorti il y a bientôt 20 ans, mais on pourrait encore imaginer que c'est une projection dans le futur. Alors, je me suis pas renseigné là-dessus, mais je sais pas quelle est la volonté du réalisateur dans quel type de futur il voulait, dans un futur de moyen, C'est le truc qu'il dit au long, début. c'était comment C'est au plutôt? début, c'est dans un futur plutôt proche. Dans un Moi, ça ça m'a m'a pas marqué. marqué, tu La vois. première phrase, c'est plutôt que de dire D'accord. dans un futur proche, il dit dans un futur plutôt proche ou assez proche. Donc c'est-à-dire qu'on est vraiment, et c'est un film qui est, c'est même plus de l'anticipation. Je pense que c'est un film, je le disais un peu plus tôt, c'est un film de vulgarisation. Quand on regarde, il sort en 97, le contexte, c'est Dolly qui vient d'être clonée, je crois que c'est 95-96. On est dans la période où Ouais. on est en train de faire comment s'appelle le génome humain. Donc en fait, on n'est plus vraiment dans l'anticipation, on n'est plus vraiment dans de la science-fiction, on est dans de la réalité. Les scientifiques à cette époque-là, les débats qui sont mis dans le film, c'est des débats scientifiques de l'époque, qui aujourd'hui sont devenus réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enfants génétiquement modifiés, la culture entre guillemets d'organes, etc., à partir de cellules souches, c'est dans certains pays c'est pratiqué, ça pose des grandes questions internationales, mais on est déjà plus au niveau on est vraiment au niveau du débat d'application et plus du débat philosophique, comme est dans le film. Donc c'est aussi ce qui rend le film un peu compliqué. Moi, j'ai eu un peu de mal à apprécier son côté novateur et révolutionnaire, puisque même si j'étais là en 97, j'avais 13 ans, et j'ai beaucoup de mal à me remettre dans le contexte de l'époque. Et quand on part sur la génétique, l'histoire de la génétique, c'est on découvre l'ADN en 1950. En 1970, on arrive à la décrypter. Et 30 ans après, on arrive à la réécrire. Enfin, c'est super rapide. Et c'est vrai qu'on se dit, en 20 ans, il s'est passé tellement de choses dans ce film qu'aujourd'hui, ce film, quand on regarde aujourd'hui, il est même plus futuriste. C'est un film de la réalité d'aujourd'hui. Ouais, mais moi, pour à l'époque, je l'ai vu au cinéma. Donc, oui, je suis vieux. Oh la Oui, vache. je sais. Tu veux que je te file un petit coup de vieux? J'avais 4 ans quand il est sorti. Donc, à partir de maintenant, tu me vous vois. Et tu dis monsieur au début de chaque phrase. Moi, je me contenterai Voilà, du exactement. vouvoiement, vas-y, Et, je non. te rassure. Mais non, j'ai été le voir au cinéma et justement, moi, je l'avais trouvé futuriste, oui, mais comme tu disais, à l'époque, on avait ces questions et on ne trouvait pas très éloigné. Pour nous, c'était pas non plus. Quand j'ai vu le film, avec les amis avec qui je l'ai vu, dans les conversations, c'était, on pouvait faire une projection dans les 20-30 ans à venir. Et au final, là, ce que tu dis, Dino, on le revoit actuellement. Pour moi, il est toujours aussi intemporel, et même s'il pose plus les mêmes questions, c'est, comment dire, justement, même s'il est un tout petit peu moins futuriste, il pose toujours les mêmes questions, l'acceptation de la modification génétique. C'est des choses que désormais on est capable de faire, mais c'est justement parce que je pense qu'il n'est pas frontalement sur la question. Je pense qu'il est juste Voilà. il se sert de ça comme décor et il parle à enfin voilà, c'est encore ce que je le disais au début. Mais il amène à la réflexion. C'est ça dans la chose que je trouve très intéressante, c'est qu'une fois que tu as vu le film, si tu es avec quelqu'un, tu vas parler du film, mais tu vas aussi parler de justement. Mais c'est parce que je pense que c'est tout simplement c'est le film. Si tu retires la génétique, il est classique. Enfin, tu peux très bien imaginer un film sur la ségrégation américaine. Tu fais juste ce décor de fond, la même histoire, les mêmes personnages, le même fonctionnement, le même scénario, et le film est tout aussi bon. Parce que c'est effectivement c'est un scénario qui lui-même intemporel. L'histoire est en elle-même intemporelle. Mais sans vu le sujet qu'il a choisi, comme tu disais, si c'était sur la ségrégation, à la fin de la séance, on se posera des questions sur la ségrégation. Et
Et là, enfin, vu que c'est en apport de la génétique, ça nous pose sur les questionnements qui sont encore actuels. Peut-être que, justement, dans 10 ans, le film aura vraiment pris un coup de vieux, parce que, justement, on aura soit accepté ou soit refusé les questions auxquelles on doit répondre aujourd'hui sur la possibilité ou non des modifications génétiques. L'acceptation de la génétique Oui, dans tout à notre fait. quotidien, en fait. Et là, c'est le vrai questionnement. Mais en tout cas, non, en tout cas, ça reste pour ma part, ouais, je trouve un excellent film. Je sais pas ce que ça a été pour vous, vous conseillez ou pas? Ah oui, Ah oui, oui, oui. Pour ma part, je suis tombé dessus par Netflix, un peu dans les suggestions, et j'avais entendu parler déjà une ou deux fois, je m'étais dit ouais, bah pourquoi pas, je sais pas. Puis là, je me suis dit allez, je le lance. J'ai fini de voir le film, j'ai fait oh, mais il est génial quoi, j'en suis ressorti complètement emballé quoi, il est vraiment 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 très intéressant. Après je sais pas ce que vous en avez pensé pour vous. Eh bien, moi, quand j'en ai pris connaissance, en fait, c'était sur un site de streaming, Ah bien. je crois. Bah ouais, je sais, mais bon, quand tu veux rechercher des films que tu ne connais pas, c'est le premier moyen pour Non, mais te je dire, suis un peu tiens, ça double c'est pas conscience, hein, mal, je on te va rassure. essayer, et puis après on verra pour le trouver. Non, tu fais comme les producteurs, tu dépenses 15 € dans n'importe quoi, tu tires au hasard, et voilà, quoi. Tu leur as fait gagner de l'argent. Non, t'as eu la bonne méthode. Mais bon, pour revenir sur Bienvenue à Gattaca, non, c'est un film, quand je l'ai vu la première fois, j'étais, pour reprendre le terme de William sur Gamecraft, j'étais fasciné, absolument fasciné par cette histoire de génétique, ce futur qui pour moi est tout à fait tangible et où justement le problème va se poser dans ces années-là, où est-ce qu'on va accepter la génétique, est-ce qu'on va pas l'accepter, est-ce qu'on va se retrouver avec une police qui ne jure que par la science ou pas. Et il y a quelques semaines de ça, j'ai discuté avec un collègue à propos de la génétique, parce qu'il avait lu un article à ce sujet, et je lui ai fait, bah tiens, tu devrais regarder Bienvenue à Gattaca, ça traite très bien du sujet, et en plus, comme c'est un film avant-gardiste, un peu futuriste, ça devrait te plaire. Et donc je lui ai passé, et puis il m'a dit, ah ouais, effectivement, c'est vachement bien, j'ai super bien adoré. Bon, par contre, il disait comme moi, on voit quand même que c'est un film à petit budget, ça se ressent quand même justement dans les décors, etc. Je pense Non, que mais ça c'est se pas ressent gênant. parce qu'on a été C'est habitué pas gênant du entre-temps, tout. quand même un film qui a 20 ans, à des trucs avec des effets spéciaux de malade, quoi. Et je pense que c'est aussi ce qui fait. Oui, Moi, oui. pour le coup, moi, ça a été une découverte que ce soit un film à petit budget. Que ce soit un film à petit budget, que ce soit un premier film pour le réalisateur, un premier film pour certains des comédiens. Ouais, ça m'a un peu étonné parce que je me disais, le truc est quand même très léché, etc. Il y a quand même du boulot derrière, il y a quand même de l'imagination. Et c'est sur ça que moi j'accentuerais et que je conseillerais le film. Sur l'aspect génétique, voilà, je trouve qu'il va pas au bout des choses, mais je pense que c'est pas non plus l'objet d'un film que d'aller au bout des choses, et je pense qu'il y a beaucoup de cinéastes qui oublient qu'ils sont avant tout là pour faire des films et qui du coup font des trucs réflexion et compagnie. Alors, c'est un vrai film qui divertit, qui a une histoire, mais surtout là où le film, je le conseille, c'est voilà, si vous aimez le cinéma et que vous aimez simplement observer un objet cinématographique, je pense qu'on a l'un des films qui est le plus réussi dans son ensemble, le plus harmonieux. La réalisation, la mise en scène, les décors, la musique, tout est au service de l'histoire, et c'est très très rare dans le cinéma d'avoir un film qui arrive à le faire aussi bien. C'est de ce point de vue-là, moi je pense que c'est un film, il faut savoir qu'aux États-Unis, il est étudié dans les parcours cinéma. C'est l'un des parce que les scolaires au lycée, ils ont des parcours, et notamment parcours cinéma, et c'est l'un des films qui est étudié lors des parcours cinéma, parce que voilà, c'est une référence cinématographique, et le mec, c'est son premier film, quoi. Il faut dire qu'il est écrivain aussi à la base. Oui, et ouais, le budget au final, ouais, ça représentait quoi, 36 millions de dollars, est-ce que j'avais lu, donc c'est rien. Je me suis pas renseigné sur ça. Oui, 36 Tu vois millions de dollars, désormais effectivement. le moindre film, on va dire, ouais, un petit peu futuriste ou autre, tu pars sur la centaine de millions. À l'époque, tu compares le poids lourd à l'époque, il c'est y a Titanic, quoi. Voilà. Ouais. C'est vrai qu'en termes de budget, c'est plus sur la même chose, quoi. Titanic, Independence Day ou autre, ouais, Et c'est Titanic, pas vraiment lui, a le même énormément type de vieilli. budget, c'est clair. Et Independence Day aussi, d'ailleurs, a énormément vieilli. Je sais pas si j'ai jamais ouais. vu. Voilà, Titanic. Vous l'avez dit quand même. Si jamais tu fais à l'affiche Titanic, je suis là. Non, bah... Ah bah je sais pas là. Oh. C'est loin d'être dans les priorités, mais je me l'interdis pas dans 10 ans Je serai peut-être. peut-être plus vraiment là. Quand t'auras fait le tour de tous les films, ouais. Ah bah ouais, non mais je suis né en 1800. Ah ouais, t'es si vieux que ça.
Je vous avoue, je commence à Ah, il est compter pas un peu loin de les années. moi. Hein. Je suis appris à lire les hiéroglyphes. à Ah, l'école. entre Dino, Kenton, Mais le podcast est plein de Stefcore. vieux, vous le savez pas, mais on est plein. J'arrive à m'intégrer dans les vieux, ça, je me fais peur. C'est vrai que c'est assez fou Le d'avoir trentenaire. autant de, entre guillemets, vieux. Bah, dans Moi, le je m'en fous, j'ai podcast. toujours été vieux. D'où le pseudo Dino Dinosaure. Des Moi, dinosaures. moi, la blague sur Seven, je l'ai faite avant l'enregistrement. Et elle était moins méchante. Bah ouais, mais moi j'en profite. Je fais tourner, je fais partager avec les Non, mais autres, moi, tu tu vois, vois. le côté positif, c'est que j'ai toujours été vieux dans le monde du podcast. Que vous allez devenir vieux dans le monde du podcast. vrai. Mmh. J'avais envie de dire, t'as Il y a tout de le la temps marge, été mais oui, t'as raison. Ouais. vieux. Même en dehors Oui, du monde tout le du temps. podcast. Voilà. Exactement. Ouais. Bon, et bah sur ce, je vous dis je pense qu'on a fait un bon tour du film dans sa globalité. Donc merci messieurs d'être venus m'accompagner pour cette émission qui a quand même duré. Je pense qu'elle fera 1 heure au final avec le montage, c'est quand même pas mal. Donc sur ce, on va faire un petit tour de où on peut vous retrouver sur les internets. Oula, Alors on va commencer par moi, Dino. On peut me retrouver sur onachèvebienlesendives.fr, un podcast que j'anime et dans lequel vous avez tous les deux été invités à 2 reprises. Et vous avez tous les deux été chiconformes. Voilà, c'est un podcast généraliste. Voilà, donc onachèvebienlesendives.fr, c'est là où vous retrouvez les podcasts. Et puis sur Twitter, c'est les comptes Twitter de On achève bien les endives, mais mon compte personnel c'est @dinoscope. Puis je fais quand même une petite mention parce que j'ai été longtemps animateur dans ce podcast, c'est le SAV de la F1. Voilà, SAVF1, le SAVF1. Voilà, si vous aimez la F1, si vous avez des vieux souvenirs de F1, si vous aimez le GP2, vous pouvez aller écouter le SAV de la F1. C'est sur savf1.fr. Le SAV de là F1, C'est c'est quoi une le truc touche sur F1 ton clavier, tu regarderas bien. Ah ouais, Le truc qui disparaîtra dans quelques qui va années, être tu sais. remplacé par l'endurance et le GP. Et j'en profite, merci Oasis pour l'invitation et pour cette excellente émission. J'aime bien failloter, je suis très... De rien. Seven, où est-ce qu'on te retrouve? Eh bien, moi, on me retrouve sur ma chaîne YouTube, Mr7DD. Ouais. Ou alors, on me retrouve aussi tous les jeudis en live dès 21h sur la chaîne de Kenton57, dans l'émission Gamecraft, où on te retrouve aussi. Et d'ailleurs. oui, on retrouvera dès demain, demain pour nous. le jour où on enregistre. Je vais essayer de sortir l'émission pour demain matin. Je pense que je vais réussir à le faire. Et puis autrement Stefcore, on te retrouve où également? Il y a au 26 rue sur internet c'est ça. Donc non, on peut me retrouver sur Twitter @Stefcore. Dans le dernier épisode de On achève bien les endives où j'ai eu la chance d'être invité et demain sur le live de Gamecraft du podcast Gamecraft dont j'essaie d'être présent toutes les semaines. Mais comment vous faites? Dans les commentaires. Dans les commentaires. Les mecs sont en podcast le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. T'avoue que ma moyenne de podcast en ce moment c'est 3 par semaine. Ça commence à faire beaucoup. Et non, moi... Excuse-moi Oasis. Non, je disais entre les lâchez vos coms, Gamecraft, les là à l'affiche ou des fois on achète bien les endives ou des Queen Novice, enfin non, il y a mais beaucoup. On achève bien les endives, c'est pas long. Alors ça va. Non. Oui, si je voulais terminer par dire moi aussi donner un petit coup de regard sur le podcast du SAV de la F1 parce que là, je remercierai jamais Didier après qu'on ira à Cédino parce que c'est grâce à Nido que j'ai mis le pied Vraiment dans qu'on le arrête de podcast. se J'ai eu la dans le chance de podcast. pouvoir participer au S1. Ouais, Ça c'est dialogue. clair, mais non, mais c'est vrai quoi. Ça commence à se voir, même sur Twitter, ça commence à se voir. Mais non, j'ai eu la chance de commencer dans le podcast grâce à Dino et j'en remercierai jamais assez. Et non, le SAV de la F1 reste une référence absolue sur le podcast de la F1 du sport automobile, même dans les rares podcasts sur le sport automobile en général. Et puis allez les encourager à faire écouter. autre chose parce qu'ils ont plein de talents. Ils parlent très bien de F1 mais ils parlent très bien d'autres choses. Donc allez les encourager à agrandir la communauté des podcasts. Exactement. On pourrait parler de tout, gynécologie, séries. On en connaît Ils un sont qui est ouverts à très tout, bon en on fichier sait, PDF. Vous avez un phrase de règlement. Ah, c'est N'hésitez pas à l'appeler.
En tout cas, ouais. Bon, alors, entre ces quelques digressions, donc vous pouvez retrouver, on va conclure l'émission quand même. Donc vous pouvez retrouver donc à l'affiche sur l'émission à l'affiche sur Twitter @à-l'affiche-pdc, tout attaché. Vous nous retrouvez également sur PodCloud à l'affiche-pdc.fr. On est également diffusé sur Pod Radio, sur le canal Gamma. N'hésitez pas également à aller voter pour nous pour les Pod Radio Podcast Awards quand les votes seront ouverts. Et j'avais une autre annonce à faire, mais c'est pas encore effectif, donc je la retarde à une future émission. Sinon, moi je vends un grip. Suspense. C'est ça, c'est ça. Et je vends aussi un DVD de Bienvenue à Kataka. Donc si certains sont intéressés, je suis même prêt à l'offrir. Ah, ça m'intéresse. Ah non, oh. À l'offrir à un des auditeurs qui s'appelle Festora. Ah, j'écouterai alors. Bon, et bah sur ce, je vous dis merci messieurs d'être venus. Merci à vous auditeurs de nous avoir écoutés. Et puis bah rendez-vous à la prochaine émission. Hein. Bonne soirée, salut. Allez, salut.